Alors comme ça, tu vas aller voter. Je vais essayer, en tant que philosophe, de te donner quelques petits conseils pour bien voter. Premièrement, une question toute bête. Est-ce que t'as lu les programmes? Non, je te demande pas si t'as entendu des gens parler du programme, que ce soit du côté des journalistes qui ne sont absolument plus dans la neutralité, ou alors directement des politiques qui parlent de leur programme. Non, parce qu'entre nous, il y a un truc que je ne supporte pas. Moi, c'est les gens qui commencent à se réveiller la veille des élections en se disant « Ah, pour qui je vais voter ?» C'est comme s'il y avait des personnes qui organisaient un mariage et qui, la veille de ce mariage-là, décidaient de se demander avec qui ils allaient se marier. Donc, dans un premier temps, tu lis les programmes. Parce que les mecs t'annoncent ce qu'ils vont faire. Donc, s'ils te mettent une douille mais que c'était écrit, eh bien, malheureusement, t'auras que tes yeux pour pleurer. Mais comment tu vas lire un programme? Parce que ça, c'est compliqué. Il faut que tu aies une grille préalable de lecture. Je t'en propose une très simple. Il va falloir que tu distingues 3 choses. La première, c'est ce qui est urgent. La deuxième, c'est ce qui est nécessaire. La troisième, c'est ce que tu juges essentiel. Premièrement, il te faut déterminer ce qui est de l'ordre de l'urgent pour toi. L'urgence invite à une chronologie, c'est-à-dire que c'est la première chose à faire. C'est des choses dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Par exemple, la réforme des retraites, tu vas essayer de déterminer si c'est urgent, c'est-à-dire s'il faut le faire maintenant ou le plus tôt possible. De la même manière, certaines réformes économiques, tu vas essayer de déterminer si c'est urgent de les faire maintenant ou pas. À chaque proposition, tu vas essayer de voir si c'est réellement urgent ou si cela peut attendre. Et donc, cela va faire baisser ou cela va faire monter le degré d'importance de la réforme du candidat. Parce que le prochain président élu, il va être élu pour un nombre d'années défini. Et donc finalement, il va falloir déterminer ce qui doit passer en priorité et ce qui ne doit pas passer en priorité. Une fois qu'on a vu le côté urgent, il faut voir le côté nécessaire. Oui, parce qu'il y a des choses qui vont être nécessaires mais qui ne seront pas urgentes. Nécessaires, ce sont des points que le candidat va aborder et qui sont essentiels en vue d'arriver à quelque chose. Exemple, pour plus de justice sociale, il est nécessaire que. Ou pour un redressement économique, il est nécessaire que. Ou pour une baisse de chômage, il est nécessaire que. Et ainsi de suite. Et alors, avec cette grille-là, nécessaire, tu vas pouvoir déterminer ce que tu ne peux pas laisser de côté en raison de l'objectif que toi tu poursuis. À nouveau, cet aspect va faire augmenter ou alors va faire baisser certains points du candidat. Troisième aspect, on a vu le côté urgent, c'est-à-dire les choses qu'il faut faire le plus vite possible. On a vu le côté nécessaire, c'est-à-dire des choses qui doivent être faites en vue d'arriver à quelque chose. Et maintenant, nous devons voir s'il y a des choses qui sont essentielles pour toi. Par exemple, l'environnement est quelque chose à laquelle tu tiens énormément, qui est essentiel pour toi. Ça fait partie des valeurs de ta vie. Ou alors la sécurité, ou même la dimension sociale, l'aide aux plus pauvres, l'aide aux plus nécessiteux. Ou alors la liberté de toutes les personnes à pouvoir agir comme elles l'entendent. Ces aspects sont essentiels pour toi. S'il y en a un, s'il y en a deux, s'il y en a trois, bref, c'est à toi de les nommer. Mais dès que tu vas voir quelque chose dans le programme du candidat qui va pour, eh bien super, ça fera augmenter sa note. Si tu vois quelque chose qui va contre, ça fera baisser sa note. Et ça fera baisser sa note et augmenter sa note de manière radicale. 3 aspects du plus pragmatique au plus idéal. La dimension urgente, la dimension nécessaire et la dimension essentielle. Une fois que tu as réalisé cette étude du programme, il te reste 2 choses à faire. Premièrement, il faut que tu désidéalises la personne. Les candidats qui sont sélectionnés pour le 2e tour ne sont pas des sauveurs. Ils ne sont pas des diables non plus. Ce sont des personnes qui portent en eux un programme politique et qui portent en eux une certaine idée et une certaine vision qu'ils ont sur leur pays. En bref, il y a certains arguments qui pourront plus marcher, du style « j'aime trop ce candidat » ou « j'aime pas ce candidat ». Et pour cela, il est nécessaire de revenir dans le concret. Les paroles ne parlent pas assez, ce sont les actes qui sont éloquents. Et pour ce faire, il y a une 2e chose à considérer. Il est nécessaire de dépassionner ton analyse. Pourquoi? Car il faut que ton choix dans les urnes soit un choix tout à fait rationnel. Il faut que tu puisses dire, au vu de ce que je connais, au vu de ce que j'ai pu analyser par moi-même, par mon intelligence, je n'ai pas honte d'avoir voté pour un tel. Sauf que tu as évidemment des gens qui ont tout intérêt à solliciter tes passions.
Ouais, je pense que tu commences à comprendre que j'aime pas trop BFM et CNews, moi. Dépassionner ta réflexion, c'est-à-dire évacuer certaines émotions de ta réflexion. Premièrement, la peur. Ce n'est pas en écoutant les voix qui t'agitent, l'apocalypse, si tu élis telle ou telle personne, que tu vas pouvoir prendre une bonne décision. Prends les problèmes réels et vois quelle est la solution que tente d'apporter le candidat. Si cette solution te paraît mauvaise, eh bien, tu l'évacues. Et s'il te plaît, n'écoute pas les candidats qui essayent de te faire peur. Le but n'est pas de prendre un choix mu par la peur, mais de prendre un choix rationnel. Alors la deuxième passion qui peut venir, c'est l'attirance. C'est pas parce qu'un candidat te paraît sympathique, qu'il parle bien, qu'il est dans tes idées, qu'il fait semblant de partager tes convictions, qu'il parle le jargon que tu comprends, que c'est forcément un bon candidat. Quelqu'un de sympathique, tu l'invites à boire un verre et c'est super sympa, tu lui donnes pas la magistrature suprême. J'ai déjà entendu des personnes qui me disaient qu'ils allaient voter pour Emmanuel Macron parce qu'il était quand même plutôt bel homme. Ou des personnes qui m'ont dit qu'ils allaient voter Marine Le Pen parce qu'elle adore les chatons. Mais je te le dis sans ménagement, si c'est ça ton raisonnement, ne va pas voter. Dernier aspect pour bien voter, il est nécessaire que tu comprennes qu'en politique, on manie non pas le bien et le mal, mais 4 concepts. Le meilleur bien, le moindre mal et le mal. Ce que tu considères comme étant un mal dès lors que tu l'as argumenté, dès lors que tu as prouvé que c'était un mal et que ce n'est pas juste affectif, ou alors le fait simplement de dire il est pas gentil ou il est méchant, etc. Bref, si tu as réussi à déterminer qu'une chose était mauvaise, alors tu l'évacues, tu ne la choisis même pas. Il ne faut pas que tu choisisses le mal. En revanche, il t'en reste 3. Le moindre mal, le bien et le meilleur bien. Entre 2 candidats, dans certains programmes, tu vas devoir choisir entre 2 mots. 2 choses qui t'apparaissent comme mauvaises. Entre ces 2 choses, il va falloir que tu choisisses le moindre mal. De la même manière, rappelle-toi de cet adage-là, entre le meilleur bien et le bien, le mieux parfois est l'ennemi du bien. À courir après une prime par exemple dans ton boulot et finir dans un burn-out, tu comprendras qu'il aurait mieux valu te contenter du bien que tu avais. Eh bien, c'est exactement la même chose. Essaye de penser avec plusieurs étapes. Certaines choses à poursuivre ne sont pas forcément les meilleures, bien qu'elles t'apparaissent peut-être comme les meilleures en soi. Voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées par ce genre de réflexion. Bon courage pour ton vote et n'oublie pas que tu vas devoir assumer ce que tu vas mettre dans l'enveloppe.